Podcast. Affaire Petiot, épisode 3. La méthode Petiot. Dans ce troisième épisode, nous allons découvrir le mode opératoire du docteur Petiot et faire la connaissance d'un bien étrange personnage, le docteur Eugène. Il ne s'agit pas exactement d'un nouveau protagoniste. Eugène est la fausse identité que notre médecin tueur s'est lui-même choisi pour couvrir ses activités clandestines. Dans un Paris occupé par les Allemands, le docteur Eugène passe depuis 1942 pour appartenir à un réseau d'exfiltration de la résistance. Un réseau qui promet une nouvelle vie en Argentine à des familles juives voulant fuir les rafles, mais aussi à des réfractaires au service du travail obligatoire ou à des malfrats désireux de se faire oublier de la police française. En réalité, au bout du voyage, il n'y avait pas de nouvelle vie en Amérique latine. Écoutons pour commencer le récit d'Eriane Cahan, qui cherche à entrer en relation avec le docteur Eugène. Depuis 1940, les conditions de vie de cette femme juive d'origine roumaine se sont dégradées au fil des ordonnances antisémites édictées par l'occupant allemand et des autorités françaises. Dès le 3 octobre 1940, la loi portant statut des Juifs définit biologiquement une prétendue race juive. Les Juifs sont exclus de la fonction publique, de la presse, de l'enseignement, des métiers du théâtre, du cinéma. Des rafles massives comme celle du Veldiv en juillet 1942 sont suivies de déportations vers les camps de la mort. À Paris, la propagande raciste instille son venin dans l'esprit des Français. Ainsi, en septembre 1941, l'exposition « Le Juif et la France » rassemble 250 000 visiteurs dans la capitale. Sur 100 Français de vieille souche française, 90 au moins sont de vrais blancs, purs de tout autre mélange racial. Il n'en est pas de même du juif. Celui-ci est issu de métissage accompli il y a déjà plusieurs millénaires entre des Aryens, des Mongols et des nègres. Le juif a donc un visage, un corps, des attitudes, des gestes qui lui sont propres. Il est réconfortant de voir que le public s'intéresse particulièrement à l'étude des caractéristiques du juif qui lui sont présentées dans la section morphologique de l'exposition « Le Juif et la France ». Notre témoin, Eriane Cahan, vit dans la hantise d'une déportation. En 1943, elle contacte un rabatteur du réseau du docteur Eugène. 13 ans plus tard, à la radio, elle raconte sa rencontre avec celui qu'elle a longtemps pris pour son sauveur. Un médecin de mes amis est venu un jour me dire qu'il avait entendu qu'un médecin faisait partir les gens à l'étranger pour se sauver des Allemands. Alors, comme je voulais partir, ça m'intéressait et je suis allée voir Madame Gingold qui, à ce moment-là, me soignait les dents. Et elle voulait partir aussi. Elle m'a demandé des détails. Je ne savais pas encore grand-chose à ce moment, donc j'ai demandé à faire la connaissance de ce médecin. Donc le docteur, de mes amis, m'a présenté un jeune homme qui connaissait ce médecin et il m'a amené dans un café rue de Tronchet pour me présenter un homme qui s'avérait être après le maquilleur. De là, nous sommes allés chez le coiffeur rue de Mathurin. On m'a donc présenté le docteur Eugène. Je ne connaissais pas d'autre nom. Et il m'a posé plusieurs questions. Je lui ai dit que je voulais partir pour différentes raisons, que j'avais peur que les Allemands qui m'ont déjà cherché 2 fois. Et alors il m'a demandé si j'étais pressée pour partir. J'ai dit oui, beaucoup. Très pressée. Et comme on m'a dit à ce moment-là qu'il fallait 75 000 francs pour le voyage, je lui ai dit, docteur, j'ai tout ce qui me reste comme argent liquide pour l'instant est 250 000 francs. Si je dépense 75 000 francs en arrivant là-bas, j'aurai d'autres dépenses. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais vivre là-bas?
Il m'a dit, vous en faites pas, on vous emploiera, puisque vous travaillez pour les Alliés, vous aurez du travail. Mais, quand je parlais de 75 000 francs, il a fait un bond, il était très fâché, il a dit non, ce n'est pas 75 000 francs, c'est 50 000 francs. Et il est parti dans l'autre pièce en amenant le coiffeur, disant, je ne veux absolument pas qu'on fasse un commerce. C'est un réseau parfaitement organisé qu'Erian Cahan vient de décrire. Le maquilleur dont elle parle s'appelle Edmond Pintard. Il est chargé de rabattre des aspirants à l'exil dans les bars parisiens pour le compte du docteur Eugène. Il travaille avec un coiffeur, dont parle aussi Madame Cahan, et qui s'appelle Raoul Fourier. Ce dernier reçoit dans son salon, situé 25 rue des Mathurins. Après une discussion permettant d'évaluer la fortune des candidats au départ, Fourier les envoie vers l'hôtel particulier du docteur Eugène, au 21 rue Le Sueur. Le jour du départ tant espéré, les candidats se présentent à nouveau rue Le Sueur avec toutes leurs économies, tous leurs bijoux et quelques-uns de leurs meubles. Le docteur Eugène promet de garder ses biens pendant l'exil de leur propriétaire. Quand il rencontre Erian Cahan en 1943, Petiot se montre très intéressé par cette femme riche qui semble connaître du beau monde. Il y voit une opportunité de développer rapidement le nombre de ses victimes. Le lendemain, le docteur Eugène m'a téléphoné et je lui ai donné rendez-vous. Il est donc venu rue Pasquier où j'habitais. Il a dû savoir que je connaissais pas mal de gens riches puisque moi-même j'avais une fortune assez importante avant la guerre et j'ai gardé des relations. Il m'a dit je crois que je pourrais vous faire partir bientôt et si vous avez des amis qui veulent partir, si vous avez des amis à faire profiter de cette occasion, faites-le. J'étais d'accord de parler à des amis qui avaient l'intention de partir et il est parti. Le lendemain, Madame Gingold est venue le soir me voir pour me parler des amis qui sont venus de la Hollande, de juifs allemands qui voulaient partir. C'était une famille de nom de Wolf et ils m'ont supplié de les faire partir. Quand la prochaine fois, le docteur Eugène est venu me voir, j'ai dit que j'avais des amis qui voulaient partir. Il a donné encore des détails, comment il faut partir, si on a de l'argent, des bijoux, il faut faire une ceinture dans une matière imperméable. Et on partait avec des papiers diplomatiques. Et donc, je lui ai dit que je parlerai avec ces personnes. C'était monsieur et madame Wolf et la maman de monsieur Wolf. Après quelques jours, il m'a de nouveau téléphoné. Je me présentais. Il leur donnait encore des détails, puisqu'il voulait savoir un peu plus long. Il disait qu'on partait avec un bateau, on arrivait en Amérique du Sud, on ne savait jamais quel était le port où on arrivait. Et de là-bas, en arrivant là-bas, il fallait rester 6 mois sans bouger avant de pouvoir se diriger vers n'importe quelle destination. Donc, les Wolf étaient prêtes pour partir. Chaque voyageur avait le droit de 2 valises à emporter. Les dames un sac à main, comme s'ils sortaient pour une promenade ou faire des courses dans Paris. Donc, c'était fait. Les bagages étaient amenés la veille chez le coiffeur rue de Mathurins. Et le lendemain matin, le docteur Eugène est venu les chercher. Ils sont partis à 8h du matin. Avant de partir, la famille Wolf m'a parlé d'un jeune couple qui habitent l'hôtel et qui sont en danger aussi. Elle était polonaise d'origine et son mari était allemand. Bien malgré elle, Erian Cahan devient la rabatteuse de Marcel Petiot. Alors qu'elle livre sans le savoir d'innocentes victimes à une mort certaine, elle s'inquiète que le docteur Eugène retarde sans cesse son propre départ. J'attendais pour moi et chaque fois, je demandais au docteur quand partirai-je. La première fois, il m'a dit « Je ne peux pas vous faire partir maintenant parce que nous avons fait libérer un homme de Drancy, de Fresnes plutôt, qui était de notre réseau. Et nous l'avons fait libérer. Et nous, comme nous pouvons prendre que 4 personnes par voyage,
en dehors des réfractaires, je ne peux vous amener. Quelques jours après, monsieur et madame Baston sont venus me trouver. Et c'était le jeune couple dont les Wolf m'ont parlé. Ils m'ont raconté que leur famille était à Nice, qu'ils ne voulaient pas partir sans faire venir, sans les parents et la sœur avec son mari. Mais il fallait attendre pour qu'un passeur amène les 4 personnes de Nice. Et on attendait. Moi, je ne pouvais toucher le docteur Eugène que quand il me téléphonait. Je n'avais aucune adresse et il ne voulait pas qu'on aille le demander rue des Mathurins. Et quand il m'a téléphoné, je lui ai dit de venir me voir. Et alors, quand les parents sont venus, il organisait leur voyage. Il a d'abord fait partir les parents, la sœur et son beau-frère, étant parti. 15 jours après, il venait pour dire qu'on se prépare pour le voyage. Moi, toujours rien. Avant qu'ils partent, ils ont demandé, après les parents, les nouvelles, naturellement. Le docteur Eugène leur a apporté un jour une lettre, écrite par le beau-frère, dont Madame Baston a reconnu l'écriture. Elle ne se rendait pas compte, il y avait une sorte d'incohérence, des phrases qui semblaient incohérentes dans cette lettre, mais comme elle mettait ça sur le compte de l'énervement, d'attente qu'il voulait se voir, parce que les 4 personnes, donc la famille qui partait avant, devaient les attendre dans le port de France pour partir, pour prendre le bateau ensemble. Quelques jours après, il est venu lui-même, cette fois-ci, prendre les valises du couple Baston pour les porter rue des Mathurins et il devait partir le lendemain matin à 8 heures. Il est venu les chercher et ils sont partis. Que sont ces mystérieuses lettres qu'évoque Madame Cahan? Au cours de l'enquête, la police recueille les dépositions de témoins qui assurent avoir reçu des lettres de leurs proches disparus. Certains témoins vont reconnaître formellement l'écriture d'un beau-frère, d'un mari ou d'un père disparu. Petiot avait donc tout prévu. Pour rassurer les proches restés à Paris et éviter d'avoir à répondre à des questions trop pressantes, il faisait rédiger des courriers à ceux qu'il s'apprêtait à tuer. Des lettres dans lesquelles ils affirmaient être sains et saufs ou parvenus en zone non occupée. Un réseau d'exfiltration, des rabatteurs, des lieux de rendez-vous insoupçonnables, dans l'arrière-salle d'un salon de coiffure ou au comptoir d'un bar, un discours bien rodé visant à rassurer les victimes. Petiot est un prédateur méthodique qui a élaboré un système sophistiqué visant un unique but, attirer ses proies et leurs biens dans son hôtel particulier du 16e arrondissement. Une fois arrivées rue Le Sueur, les victimes étaient conduites vers une pièce au rez-de-chaussée, faisant office de cabinet médical. Mais comment s'y prenait-il pour tuer? Souvenez-vous de la description du cabinet par le commissaire Massu, entendue dans le 2e épisode. Il évoquait une pièce aux parois capitonnées. Il avait un petit cabinet de réception, si vous voulez, avec fauteuil, très gentil, très propre. Et après les avoir consultés, il devait leur dire « passez à côté dans la salle d'attente ». Dans la pièce d'à côté, il y avait une grande porte à double battant avec un bouton. On aurait cru que on allait pénétrer dans une salle. En réalité, c'était une double porte collée sur le mur. Il n'y avait rien derrière. Et il y avait un bouton qui ne sonnait pas, bien entendu. Alors ils étaient emmurés là-dedans, il refermait sa porte. Car la porte de son cabinet, elle était capitonnée. Il y avait une seconde porte. N'est-ce pas? Il y avait 2 portes, on ne pouvait pas entendre ce qui se passait. Et alors, dans ce petit réduit, cette chambre de torture, on peut l'appeler chambre de torture, il y avait un petit Judas, un voyant, n'est-ce pas, qui lui permettait, de l'extérieur, de voir ce qui se passait dans cette chambre-là. Mais est-ce qu'on n'a pas dit ensuite que le papier de tenture avait été collé sur l'orifice de ce viseur? Quand vous l'avez vu, il était il fonctionnait, oui. Il fonctionnait, il était... Ah, non, je crois pas. On l'a découvert, il y avait du papier, on l'a découvert en sondant le mur centimètre par centimètre. Alors, ce qu'il faisait, il les emprisonnait là, entre la fausse porte et... C'est ça. Et quoi?
Et un mur. Ah, c'était une petite pièce triangulaire comme ça, n'est-ce pas? Toute petite. Il est laissé là combien de temps? Ah, ça, personne Il est n'a jamais dans su. des Il y a que lui qui tuiles, pouvait dans des dire. tuiles. Donc au fond, on n'a jamais su comment il faisait disparaître ces victimes. C'est Jamais. simplement là que je voulais en Jamais. venir et on n'a jamais su. Jamais. Je m'étais dit, ce sera mon dernier client et j'aurais voulu qu'il fasse comme les autres. Et puis qui raconte qu'il a- comment Comme il- les autres. Avez-vous une hypothèse? Ah, du tout. Mais À alors- ce moment-là, j'ai pensé que c'était tout un fou, un demi-fou, certainement un sadique. Bon. Oh, Puis en même temps, il sûrement. pouvait pour voler sans aucun. Parce qu'il y avait beaucoup d'Israélites qui l'emmenaient, qui, bien sûr. qui avaient toute leur fortune, qui avaient tout leur avoir, et puis naturellement. qu'on n'a jamais retrouvé. On trouvait les bagages, mais rien d'autre. Hein. Ce qui est très frappant, c'est que tout de même, d'après les dépositions que nous avons même entendues, certaines de ces victimes écrivaient des lettres. Oui. Bon, donc il devait probablement leur faire une piqûre, enfin les mettre dans un état Oh, tel sûrement. qu'ils Parce qu'on pouvaient parle les amener d'êtres incohérents. À écrire. à À écrire. écrire. C'est ça, oui. Et alors, il- Nous avons un cas tout à fait précis d'une lettre dont l'écriture a été reconnue par les parents. Comme authentique. Alors il devait leur dire quoi? Je vais vous piquer contre la fièvre jaune, nous Oui, allons c'est aller ça. aux colonies, Voilà. etc. C'était le prétexte des piqûres. Dans la porte, il y avait, si je me souviens, au mur, il y avait des crochets pour on aurait pu suspendre des victimes, n'est-ce pas? J'en avais Ouais. 7 ou 8, je crois. Et dans la porte, il y avait 2 petits trous qui étaient comme ça, d'un centimètre de diamètre environ, à peine 1 centimètre de diamètre. Alors là, il est possible qu'il ait pu envoyer, n'est-ce pas, quelque chose, un gaz quelconque, c'est possible. Ah oui, Parce oui, que oui, en effet. ils ont été faits, ils ont été faits Oui, spécialement. c'était voulu. C'était voulu. C'est pas un hasard. Non. Oui. D'autant plus que les disparitions avaient lieu par groupe. Donc il pouvait avoir 3 ou 4 personnes, enfin on nous disait 4, à la fois dans son appartement. Voilà l'hypothèse la plus probable pour la mise à mort des victimes. Petiot, en praticien expérimenté, mettait ses patients en confiance et leur proposait un vaccin contre les maladies exotiques. Cette piqûre devait les plonger dans un état second. Ensuite, emmenées dans un réduit, les victimes ont pu être asphyxiées par un gaz mortel. Et derrière la porte, Petiot constatait la mort de ses victimes à l'aide d'un Judas devenu fameux. Écoutons l'historien de la police, Charles Diaz, nous présenter en 2022 cette pièce à conviction, aujourd'hui exposée au musée de la préfecture de police de Paris. Les policiers trouvent aussi cet appareil, ce viseur de marque Lumisor, qui est un appareil qui est utilisé en général dans les chambres capitonnées des hôpitaux psychiatriques. Ils le découvrent encastré dans le mur d'une pièce qui est un cabinet triangulaire et ils comprennent évidemment que grâce à cet appareil, on peut regarder de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur sans être vu. C'est dans ce boudoir des supplices que les victimes rendaient leur dernier souffle. L'œil collé au Judas, le tueur s'assurait que ses proies ne bougeaient plus. Ensuite, il fallait encore se débarrasser des cadavres. Une tâche difficile pour un seul homme. Mais Petiot met au point un ingénieux système de poulies lui permettant de déplacer de lourds corps inertes. Les policiers comprennent immédiatement à quoi sert cette poulie parce qu'elle est positionnée, accrochée au-dessus d'une fosse, une fosse dans laquelle il y a des cadavres. Ils comprennent immédiatement que le but, c'est d'utiliser cette poulie pour pouvoir manœuvrer des cadavres et les positionner très exactement dans cette fosse qui est d'une taille importante, mais qui suppose qu'on positionne très bien les corps pour pouvoir en mettre le plus possible. Cette fosse était remplie de chaux vives. Ce matériau, communément utilisé pour la rénovation des vieux bâtiments, a pour propriété de détruire les organismes parasites et les champignons. Un grand volume de cette substance associée à de l'eau provoque une chaleur élevée jusqu'à ébullition, pouvant faire lentement disparaître les chairs. Évidemment, en 1943, Eriane Cahan ne se doute absolument pas des agissements de celui qu'elle prend pour un authentique résistant. Alors que les Allemands intensifient les rafles, il devient plus urgent pour elle de fuir. Après lui avoir, malgré elle, présenté de nombreuses victimes, elle le presse. Quand l'aidera-t-il enfin à s'évader en Argentine ? Et j'étais très inquiète parce que, de nouveau, les Allemands sont venus me chercher. Et grâce à la concierge, ils ne m'ont pas trouvée. Alors j'ai demandé, j'ai insisté pour que le docteur me fasse partir. Il a dit, madame, ne craignez rien, je vous promets que vous partirez. Ce manège dure depuis 18 mois. Il disait, j'ai peur que nous soyons brûlés,
si je ne vous fais pas partir avec un autre groupe, je vous donne ma parole d'honneur que vous partirez avec moi, ma femme et mon fils. Le passeur de la famille Baston est venu un jour me voir pour me parler d'une famille, c'est-à-dire d'une famille moitié française et c'était un monsieur de nom, je crois, Cadoret. Oui, Cadoret de l'Épinguenne. C'est ça. Sa femme était polonaise, médecin. Sa femme était médecin et ils avaient un bébé. Et il m'a demandé si je ne pouvais pas le présenter au docteur Eugène. Quand le docteur m'a téléphoné, je lui ai dit qu'il vienne me voir. Il est venu me voir, je lui ai parlé de ces gens. Il a commencé à me poser des questions assez serrées que je ne pouvais pas répondre. Alors il a dit, faites donc d'abord leur connaissance et vous me direz s'ils sont vraiment sérieux et s'ils veulent partir. Parce que je n'ai pas le temps de m'amuser. Et alors, il les a vus 2 fois. La femme de M. Cadoret étant non curieuse, puisqu'on ne peut pas appeler ça curiosité, mais elle voulait savoir beaucoup de détails, et le docteur Eugène a commencé à s'énerver. Quand ils sont partis la dernière fois que je les ai vus ensemble, donc M. Cadoret et sa femme, il dit, mais elle est sinox, cette bonne femme. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle est donc pas contente de pouvoir partir. Je ne sais pas, docteur, elle m'a posé 36 000 questions, donc je ne pouvais pas répondre. Eh bien, je verrai. Je ne suis pas très sûre de le faire partir. Il demandait surtout aux partants, s'ils avaient de la famille, s'ils avaient des amis, qui restaient ici. Alors, je ne savais rien au sujet des Cadoret. Et il a donc fait un autre rendez-vous. Et les Cadoret ne voulaient plus partir. Est-ce qu'ils se sont méfiés? Ils ont dit, surtout elle, il lui inspire pas confiance parce qu'elle ne peut pas se fier à un médecin qui a des mains sales. Oh, quelle bonne psychologie. Ça, c'est pas mal, ça. Elle a raison. Mais c'est ça qui l'a sauvé, en somme. C'est la dernière fois qu'il m'a téléphoné. Je lui ai dit, docteur, j'ai absolument besoin de vous voir. Alors il est venu me voir. Je lui ai dit, docteur, il faut absolument que vous me fassiez partir parce que je ne peux plus rester ici. Soyez tranquille, dans 15 jours, je crois que nous partirons, moi et ma famille. Alors je vous ai promis, je tiendrai parole. 15 jours après, je suis par un inspecteur de police, par intermédiaire de Madame Gingold, qu'un certain docteur Eugène a été arrêté par les Allemands parce qu'il faisait partir les gens à l'étranger. Et il a donné au moins 25 noms. J'ai disparu à ce moment-là de la rue Pasquier parce que je craignais qu'il ait parlé de moi aussi. Le 24 mai, le docteur Petiot, alias Eugène, est en effet arrêté et emprisonné pendant près de 8 mois à Fresnes pour ses activités de résistance. La Gestapo veut en savoir plus sur son réseau Flytox, un nom choisi par Petiot, inspiré d'un insecticide très utilisé dans les années 1940. Pendant 8 longs mois d'interrogatoire et de torture, le docteur Petiot n'avoue rien. Et pour cause, il n'y a rien à avouer, ni réseau de résistants, ni filière d'évasion. Le 13 janvier 1944, Petiot est libéré faute de preuves. C'est à ce moment-là qu'il aurait décidé de changer de technique pour faire disparaître plus rapidement les corps de ses victimes. En plus de la chaux vive, il décide d'accélérer la cadence en faisant brûler les corps dans les calorifères. Jusqu'ici méthodique et rigoureux, le tueur en série semble céder à une certaine forme de panique. Car c'est bien son empressement à faire disparaître les preuves de ses crimes qui va précipiter sa chute. Dans le prochain épisode, vous entendrez 2 autres témoins qui ont échappé de justesse au piège de Petiot.